De cette image, vous diriez qu'elle est un classique si vous saviez pourtant combien elle est difficile à réaliser. Il faut des mois et même des années pour se préparer à photographier une éclipse solaire. Longtemps synonyme de mauvais présage, ce phénomène fascine depuis l'Antiquité. Où qu'il se produise dans le monde, on est prêt à tout pour le capturer. Alors, direction l'Australie, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Sur un fond noir, 12 images alignées en diagonale traversent la photo de gauche à droite. Une sphère orange apparaît de plus en plus obstruée par une ombre noire jusqu'à en être totalement occultée. Puis la sphère réapparaît progressivement. Sont décomposées ici les différentes phases d'une éclipse de soleil. Elle a duré plus de 3 heures. Ce photomontage est l'œuvre de l'astrophotographe Michael Gove, qu'il a réalisé depuis la station balnéaire d'Exmouth, dans le nord-ouest de l'Australie. Le 20 avril 2023, à 11h29 du matin, la ville s'est ainsi retrouvée plongée dans l'obscurité. « 20 000 spectateurs équipés de lunettes de protection s'étaient donné rendez-vous pour assister à ce spectacle exceptionnel. Cette éclipse a été vue de manière partielle ou totale sur une large partie du globe, en Asie du Sud-Est, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien et dans l'Antarctique. Mais c'est dans cette partie reculée de la péninsule australienne que l'éclipse a été la plus spectaculaire. Sur place, Michael Gove a pris une photo toutes les 10 secondes. Les 12 clichés de ce montage ont ensuite été sélectionnés sur plus d'1 millier. En bas, à gauche de l'image, l'amorce du phénomène. Le soleil est encore aux 3/4 visible. Une ombre commence à l'éroder sur sa droite. Quand ce premier cliché est capturé, il est 10h34 du matin. L'éclipse a démarré depuis une demi-heure. Au centre de l'image, le soleil est presque entièrement recouvert. Un dernier liseré de lumière brillant attire l'œil, notamment sur son côté gauche, ce sont les grains de Bailey. Un phénomène optique causé par la lumière solaire qui s'engouffre dans les montagnes et vallées de la Lune. Juste au-dessus, voici l'éclipse totale. 400 fois plus grand que la Lune, le Soleil est aussi 400 fois plus éloigné de la Terre. Mais les 3 astres étaient parfaitement alignés ce jour-là. Par une illusion d'optique, Lune et Soleil semblent avoir le même diamètre. Une zone d'un blanc intensément lumineux entoure la surface sombre de l'étoile. C'est ce qu'on appelle la couronne solaire. Après 62 secondes d'obscurité, le Soleil réapparaît. En haut, à droite, les 3 dernières images correspondent au dévoilement progressif du Soleil. Cette éclipse a été relayée par les médias du monde entier. Le montage photo de Michael Gove a été publié par le quotidien The West Australian dans une version retouchée. Le photographe a également réalisé un time-lapse en vidéo diffusé par plusieurs chaînes de télévision australiennes. Michael Gove pratique l'astrophotographie depuis 12 ans. Cet Australien de 52 ans n'est pourtant pas un chasseur d'éclipses. Alors, pour réussir ce cliché, il s'est préparé pendant près de 2 ans. Il revient pour nous sur les dessous de ce long entraînement. So in terms of the preparation, I did a lot of research looking up, I suppose, searches of how have people photographed the eclipse. So leading up to the event, there was a lot of testing to make sure that it would track appropriately. I had 2 telescopes. I had maybe about 6 or more cameras and a drone and a whole lot of other equipment as well. So I actually scouted out Exmouth probably about 2 or 3 times. What you have in a picture is never actually what you see with your eye. It was quite a lot more zoomed in. And the great thing with that is that you get actually seeing a lot more of the detail. What most of the editing comes down to is basically when, as soon as you hit the totality, is that just to match the same color as the moon is covering the sun to when you have the totality. What happens is that when you place the solar filter on top of the telescope, the particular filters I use as well, they actually effectively darken it enough that it becomes orange. So as soon as you actually take it off, when you have the totality, everything, all the sun then becomes white. And I got an email saying, by the way, the West Australian newspaper, which is the state's largest newspaper,
they want to have an image like this. Have you got something like that? And I said, okay, let me go check. So I actually gave them two versions, the color being pretty much out of camera, which was white, and it was a little bit edited so you could actually see a little bit more of the detail. And then I changed the color temperature of another of the photos so it would match the one that they asked for. So therefore they actually like to have the orange one so it matches, I suppose, what people see as what the sun color is. On Instagram, I just posted up some images of the eclipse and also of the time-lapse. I did receive a lot of, I suppose, congratulations or wow, that's fantastic sort of messages. The great thing about astrophotography and astronomy is that everything's bigger than us. I mean, it's very humbling in terms of saying we are so small. L'observation et la capture de ces phénomènes célestes à grand spectacle ne sont pas nouvelles. Pour l'astrophysicienne Yael Nazé, cette représentation esthétique de l'éclipse s'est hissée au rang de tradition. Elle nous explique comment l'imbrication de l'art et de la science a fait évoluer l'image de ces éclipses. On sait bien quand même qu'on a notre vie qui est liée au soleil et que si le soleil disparaît, on n'est plus là. Et donc il y a quand même une peur, quelque part, que cette éclipse soit permanente. Et donc dans toutes les sociétés, quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit l'époque, on va retrouver beaucoup de symbolisme négatif sur ces éclipses. Et donc typiquement, ce sont des démons, des dragons qui vont manger le soleil, la lune, voire les deux en même temps. Et donc on retrouve différentes civilisations qui ont essayé de trouver un moyen de prédire ces éclipses. Chez les Mayas, on a un univers cyclique et à la fin de chaque cycle, le soleil va peut-être mourir et ça veut dire que le monde va être détruit complètement. Et donc par exemple, sur le codex de Dresde, donc c'est un parchemin maya qu'on a retrouvé, on a un intervalle alerte éclipse pendant lesquels on fait des cérémonies. Alors au moment de la chrétienté, on a en fait dans le Nouveau Testament un passage qui explique que lors de la crucifixion, il y a la lumière qui a diminué, on s'est retrouvé pratiquement dans les ténèbres. Et donc on retrouve le Christ et à côté, on a la lune et le soleil qui sont éclipsés tous les deux. Après le Moyen-Âge, il va y avoir un changement quand même assez clair dans les représentations de manière générale. Globalement, on va voir les phénomènes naturels comme étant beaucoup plus normaux, des choses qu'on peut étudier. La toile du peintre de Catherine de Médicis montre une éclipse avec tout son symbolisme de malheur et de chaos. On voit les gens qui paniquent un peu autour. Mais d'un autre côté, on a ce personnage central qui, lui, est très calme. C'est soit justement un prophète chrétien qui va convertir en fait ceux qui sont en train de paniquer et leur apporter quelque part la lumière de Dieu. Hein. Ou alors, ce sont justement les astronomes qui sont en train d'essayer de justement calmer le jeu et dire voilà, nous on sait les prédire, il n'y a pas de problème, c'est un événement tout à fait normal. Quand on commence à regarder le ciel, il faut essayer parfois de garder une image de la représentation pour pouvoir justement en parler aux autres, pouvoir essayer de convaincre les autres de ce qu'on a vu. Donc très souvent, les observatoires vont engager des artistes qui vont faire les dessins. Au début du XXe, on a ce portraitiste américain, Howard Butler, qui va être engagé pour justement essayer de dessiner le mieux possible cette fameuse couronne. Certaines éclipses sont extrêmement célèbres, c'est le cas de celle de 1919, où des équipes britanniques sont allées au Brésil et à Principe. Pratiquement tous les journaux dans le monde entier ont eu la même image d'éclipse en première page, que l'éclipse ne fait plus peur finalement à personne quand on arrive au 19e ou au 20e siècle. Il y a aussi tout un ensemble de caricatures en fait qui vont utiliser tout au cours du 19e siècle, qui vont utiliser les éclipses. Quelque part, Méliès va se mettre dans cette tradition d'utiliser les codes en les détournant, en les brisant et en ayant un côté un peu rigolo. Et aujourd'hui, ça reste un événement un peu particulier. Forcément qu'il y a un côté un peu communion dans tous ces gens qui sont là, mais on n'est plus du tout dans un contexte religieux comme ça a pu l'être avant, avec des paniques extraordinaires. Enchanté par sa première expérience, Michael Gough a déjà coché la date du 21 septembre 2025. En Australie ce jour-là, une éclipse commencera à 6h13 du matin pour s'achever à 7h36. Mais cette fois-ci, seule sa face partielle sera visible. La prochaine éclipse observable de France et d'Allemagne aura lieu le 29 mars 2025. Là encore, il s'agira d'une éclipse partielle. Alors pour contempler une éclipse totale, Français et Allemands devront s'armer de patience. La prochaine est prévue le 3 septembre 2081.
À l'heure où nos écosystèmes se fragilisent, les éclipses sont peut-être le signe rassurant que certains phénomènes naturels restent immuables et déterminés. C'était une enquête d'Eve van der Stegen pour le Dessous des images. Salut à tous.